Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux gauches françaises face aux élections. À l'ordre du jour ce soir, l'union des gauches peut-elle convaincre? Le temps de réaction contraint à la dissolution annoncée par Emmanuel Macron a empêché les discussions préliminaires à la constitution d'un programme de gauche. Pourtant, l'annonce d'un accord lundi soir a été suivie cet après-midi de celle d'une répartition des candidatures entre LFI, PS, Verts, PCF et également Place Publique. Des listes sans programme préalable après des tensions internes très fortes entre les partis de gauche. L'union des gauches est-elle donc tenable et peut-elle convaincre les électeurs et les électrices? C'est la question que nous allons poser à nos trois invités. Avec nous, Willy Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue à l'Université de Picardie. Vous êtes co-coordinateur général de Coude à Coude, une structure qui défend la nécessité d'organiser des banquets citoyens. Vous avez coordonné avec Gérard Mauger aux éditions du Croquant, c'était l'année dernière. Pourquoi tant de votes RN en milieu populaire? Avec nous également à distance, Philippe Marlière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'University College de Londres, vous êtes spécialiste de la social-démocratie européenne, vous travaillez également sur le populisme de gauche, sur l'idéologie républicaine en France et vous êtes co-auteur avec Philippe Corcuff aux éditions Textuelles, c'était il y a 2 mois, donc des tontons flingueurs de la gauche, lettre ouverte à Hollande, Macron, Mélenchon, Roussel, Ruffin et Onfray. Et avec nous, elle arrive bientôt parce qu'elle était dans les embouteillages, Agathe Cagé, politiste, autrice de Classe figée, comprendre la France empêchée, c'est chez Flammarion, c'est sorti en début de cette année. Elle a occupé les fonctions de directrice adjointe de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et elle a été secrétaire générale de la campagne de Benoît Hamon à l'élection présidentielle de 2017. On pensait qu'on allait avoir 3 ans. 3 ans pour donner une issue au pays, lui offrir un débouché. Et finalement, on a 3 semaines. D'accord ? Eh bien, de cette urgence, faisons-en une chance. Faisons-en une chance parce que le pays a besoin d'un débouché. Je le dis, aujourd'hui, il y a une place pour les syndicats dans ce débouché. Pour des syndicats qui ont l'an dernier 1, 2, 3, 4, 5 fois rassemblé 1, 2, 3 millions de personnes dans le pays. Les syndicats qui sont un modèle et un espoir. Parce que depuis l'an dernier, les syndicats, ils ont dit « nous sommes unis ». Malgré nos divergences, malgré nos différences, nous sommes unis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont conscience de la gravité du moment. Moi, je viens ici à votre micro en ayant conscience de la gravité du moment et en disant « si on veut gagner, on peut l'emporter, il n'y a pas de fatalité ». Vous avez reconnu évidemment le député de Picardie et LFI, François Ruffin, qui s'exprimait lundi matin sur France Inter au lendemain des élections européennes. Willy Pelletier, c'est votre région, la Picardie. Est-ce que justement ce que vient de dire François Ruffin vous touche, vous intéresse, vous interroge? Qu'est-ce que vous pensez justement de ce coup de gueule, évidemment, au lendemain des élections européennes? Oui, François Ruffin est dans la Somme. Moi, je suis dans l'Aisne. Et l'Aisne a des votes très particuliers, puisque en effet, autour de chez moi, les communes votent aux alentours de 75%, 80% pour le Rassemblement national. Donc, ça m'intéresse ce que dit François, et ça m'interroge aussi beaucoup parce que, en réalité, ce que vivent les gens qui votent Rassemblement national, les députés, y compris du Front populaire, puisqu'on parle d'eux, n'en ont absolument aucune idée. Moi, je vis dans la France des mobylettes et dans la France des gens qui marchent à pied entre les villages, c'est très récent, depuis 6 mois, avec des sacs de courses, parce que entre Carrefour Market et chez eux, ils ne peuvent plus payer d'essence ou ils n'ont plus de voiture, etc. Je vis dans un monde où c'est vraiment chacun seul, chacun isolé dans sa souffrance et sa peine, et où tout s'effondre. Donc, autour de cette table, je pense, on ne peut pas réaliser ce que vivent comme ébranlement de leur vie les personnes. Et les personnes qui votent RN votent avec leur vie présente et avec leur vie reconstruite, peut-être imaginaire, d'un ordre passé où c'était mieux. Mais c'était peut-être mieux, parce que là, en effet,
et personne ne va à leur contact. J'espère qu'on y reviendra. Là, en effet, il existe un désastre absolu dans l'aide qui est donnée à ces personnes. Et dans le livre que vous avez publié avec Gérard Mauger, le dernier chapitre, c'est vous qui l'écrivez, Willy Pelletier, et il s'ouvre comme cela: j'ai participé à des coups de poing contre les meetings du FN et du RN, à la dénonciation d'affaires où ils étaient impliqués, à des dénonciations expertes de l'incohérence de leur programme, etc., etc. Donc ça ne vient pas, la critique que vous faites justement sur C'est une critique de moi-même également. Il faut nous quitter nous-mêmes. Il faut que nous autres, habitants des centres-villes, et notamment relativement dotés en capitaux divers, nous nous quittions nous-mêmes. Nous nous déplacions pour aller aider les personnes qui en ont besoin. Oui, Agathe Cagé, vous nous avez rejoint. Qu'est-ce que vous pensez de cette diatribe d'ouverture, pourrait-on dire, de Willy Pelletier pour ouvrir une émission sur la question de l'union des gauches? Je rejoins Willy Pelletier sur le fait que les Français, pas uniquement les Français qui votent Rassemblement National, les Français votent avec leur vie. Et la réalité de la vie des Français, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans Classe figée, comprendre la France empêchée. C'est une réalité d'empêchement, dans l'accès au logement, dans la construction d'un avenir, dans la possibilité de bouger et de bouger au quotidien. C'est une réalité empêchée par un déterminisme social qui est extrêmement fort. Là où je voudrais nuancer, je vais citer que 4 députés, je pourrais en citer beaucoup d'autres. François Ruffin connaît réellement, va au contact au quotidien, c'est son travail, la population locale. Fabien Roussel connaît la population locale. Clémentine Autain connaît la population locale. En Seine-Saint-Denis, Boris Vallaud, dans les Landes, connaît la population locale. Je ne veux pas donner l'idée qu'il y aurait des députés qui seraient totalement déconnectés de la difficulté et de la réalité des territoires et de ce que les Français vivent au quotidien. Après, il y a une responsabilité historique de la gauche aujourd'hui. Cette responsabilité historique, elle est double. Il y a une responsabilité historique qui est une responsabilité d'union des gauches et des écologistes, qui veut dire regarder vers l'avenir, ne pas regarder vers les querelles du passé, regarder vers l'avenir pour porter un projet, des valeurs, une ambition en commun, pour proposer aux Français un projet qui puisse à nouveau susciter l'ambition. Est-ce que titrer ce rassemblement improvisé, Front Populaire, est-ce que c'est regarder vers l'avenir, Agathe Cagé? Est-ce qu'on peut dire que c'est regarder vers l'avenir quand le président de la République, dans sa conférence de presse de ce matin, dit que le Front Populaire, c'est une trahison, appeler cela Front Populaire, c'est une trahison de Léon Blum? Front Populaire, le mot n'appartient à personne, donc il n'appartient pas non plus au président de la République, et je ne veux pas me rentrer dans des débats sur à qui appartiendrait ou non cet héritage. Il y a eu quelques dates très fortes de l'histoire de la gauche. Il y a eu 1936 avec le Front Populaire. Il y a eu la participation de la gauche au gouvernement provisoire de la République française qui a créé notre État-providence et la sécurité sociale. Il y a eu la gauche de François Mitterrand et de ses alliés en 1981. Il y a eu la gauche plurielle en 1997, et ce mot, Front Populaire, a su, en quelques heures, susciter l'union, susciter le rassemblement et susciter une véritable dynamique. Alors, pourquoi pas? Alors que la jeunesse s'en est saisie, que les réseaux sociaux s'en sont saisis, et que c'est sur cette demande de Front Populaire qu'on entend sous les fenêtres des responsables de gauche, maintenant depuis plusieurs soirées, une partie de la population française qui dit « ne nous décevez pas ». Donc il faudra être à la hauteur de l'espoir de 1936. Mais ce mot-là, aujourd'hui, veut dire quelque chose, et veut dire quelque chose pour 2024. Sauf que ce front n'est pas populaire. Et vous nous citez quelques députés, Agathe Cagé, sans doute, et j'en connais certains pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais globalement, les députés sortants vont avoir de gros problèmes. D'abord, premièrement, les députés sortants sont reconduits, si je ne m'abuse. Quid des députés qui ont été tout de même mis en cause dans des violences sexistes? D'une part. D'autre part, les députés sortants sont reconduits, et donc on va avoir dans des quartiers où il y a beaucoup de populations racisées qui sont victimes de racisme systémique, de contrôle aux faciès en permanence, de discrimination à l'embauche, dans l'accès au logement, etc. On va avoir encore et encore combien de temps des députés qui sont des députés comme vous et moi, de la petite bourgeoisie intellectuelle, et qui sont extrêmement éloignés
des préoccupations des personnes racisées. Je vous assure, pour en connaître beaucoup dans les quartiers, ça ne va pas se passer nécessairement très bien, parce que beaucoup de gens ne se sentent pas représentés. Pour que on se sente représenté, il faut que des proches dans leur histoire de vie, des proches dans leurs conditions d'existence, parlent à des proches. Bon, et tous ces parachutages qui vont être en réalité reconduits, eh bien, je pense que nous partons sur une mauvaise pente. On y reviendra ensuite, mais connaître les quartiers ou les zones rurales que vous citez ne signifie pas aider les personnes. Bon. Et ce dont nous avons besoin, c'est de centres de secours d'urgence qui aident les personnes. Car je vous assure autrement, la parole politique pleine de bons sentiments et toutes les croisades morales qui pourront être effectuées, eh bien, n'atteindront jamais les... Avant de redonner la parole à Agathe Cagé, je n'ai pas donné la parole à Philippe Marlière qui nous attend depuis Londres. Un petit mot, Philippe Marlière, sur ce début de discussion entre Agathe Cagé et Willy Pelletier. Je redonnerai la parole ensuite à Agathe Cagé. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le choix de la terminologie Front populaire, qui évidemment, au sein de la gauche française et de son histoire, a un statut quasiment mythologique. À l'origine, dans les années 30, c'est évidemment la constitution d'un front antifasciste. Donc on peut penser que ce choix aujourd'hui est relativement judicieux, puisque effectivement il y a aujourd'hui la menace, et dans quelques semaines, d'une victoire de l'extrême droite qui pourrait former un gouvernement. Nous n'y sommes pas encore, mais c'est une possibilité. Et si ce n'est pas cette fois-ci, ce sera peut-être en 2027. Et donc ce choix est intéressant, mais... Il faut noter aussi que Michel Onfray, qui n'est plus vraiment à gauche, il a été un jour, a créé quand même une publication qui s'appelle Front populaire et qui a un certain succès plutôt dans des milieux de droite et d'extrême droite. Philippe Marlière, je vous laisse continuer. Oui, tout à fait. Je pense que d'ailleurs, il ne doit pas être très content de ce choix qui, pour lui, va brouiller les pistes, oubliant que c'est lui-même qui a commencé par être confusionniste en reprenant une terminologie de gauche, de gouvernement de gauche, antifasciste, et pour lui-même, alors qu'il était en train de virer à droite, voire à l'extrême droite. Mais ce qui m'interpelle, c'est la chose suivante. On parle de Front populaire aujourd'hui, c'est une alliance électorale qui, en quelque sorte, rejoue la NUPES, dans d'autres circonstances, mais en gros, on repart avec les mêmes troupes. Et il y a deux choses qui apparaissent à partir du vocable de l'adjectif populaire. C'est combien il est clair maintenant que la sociologie de la gauche n'est pas populaire. C'est-à-dire la gauche a perdu les classes populaires et depuis longtemps, puisqu'on parle de la Somme, de l'Aisne. Moi, je connais bien le Nord-Pas-de-Calais qui fut historiquement, jusqu'aux années 2000, le bastion de la gauche française, un milieu extrêmement populaire et qui aujourd'hui vote pratiquement partout, Rassemblement national. Et la gauche n'a pas fait de travail là-dessus toutes ces années. Et pourtant, ça fait 20-30 ans que ça dure. Comment avons-nous perdu ces classes populaires qui votaient à gauche ? Bon, on voit bien que l'effondrement du pilier social-démocrate en France, qui était le grand parti de la gauche avec des défauts infinis, n'a pas été remplacé. Je pense que c'est là un début de problème pour la gauche, qui est une gauche fragmentée en plusieurs petits partis qui n'ont pas d'ancrage populaire. Et aussi, l'autre point... Même LFI, tout de même. LFI a des ancrages locaux, régionaux, essentiellement dans la ceinture parisienne. Et c'est l'autre point d'ailleurs. Aujourd'hui, être populaire pour la gauche, c'est se concentrer sur ce que j'appellerais des clientèles électorales. Les divers partis de gauche ont leur clientèle électorale qui diffère, qui peut être complémentaire, mais puisque ces partis, dans l'ensemble, vont aux élections séparées, ça ne permet pas d'espérer des rassemblements majoritaires. Ce que faisait le PS lorsqu'il dominait la gauche. Agathe Cagé, j'ai bien aimé la conclusion de votre livre sur les classes figées, puisque vous utilisez un terme qu'on n'a pas beaucoup entendu pendant les campagnes électorales précédentes, la question de l'émancipation. L'émancipation collective. L'émancipation collective. L'émancipation collective, c'est vraiment pour moi aujourd'hui ce qui doit être au centre d'un projet de gauche. Je veux juste dire que les gauches et les écologistes aujourd'hui ne refont pas la NUPES et ne refont pas le passé. Ce qui vient d'être dit, c'est le passé, et le pari que je fais, c'est les paris du futur. C'est-à-dire la capacité à porter un projet qui soit un projet pour la France et la France réelle. La France, mais vous y croyez vraiment qu'on ne refait populaire. pas la NUPES en Oui, parce que l'histoire
a changé. La Avec responsabilité les mêmes députés. historique a changé. Avec une urgence qui est une urgence de proposer un projet aux Français qui rebâtisse les services publics, notamment les services publics de l'école, de la santé, de la justice, de la police, de la gendarmerie, et redonner des moyens également à la défense. Une gauche qui repense la justice sociale, une gauche qui ne pense pas son projet en chambre, entre députés, entre partis, mais avec le mouvement social, avec le mouvement associatif, avec la société civile dans sa diversité. Et pourquoi je parle d'émancipation collective ? Parce que la promesse des dernières années est la promesse de l'idéologie des premiers de cordée. C'est une promesse d'émancipation individuelle où la réussite, entre guillemets, avec énormément de guillemets, de quelques-uns devait ruisseler économiquement sur les autres. Ce dont on a besoin, ce sont des services publics de l'école qui redonnent à chacun la possibilité par l'école, non pas de devoir être face à un destin, mais pouvoir véritablement construire son avenir. Donc une école qui en finisse avec le déterminisme scolaire, des services publics qui permettent à chacun d'avoir accès à une santé de qualité sur l'ensemble du territoire, une capacité de pouvoir accéder à un travail qui fasse sens, un travail qui soit de qualité, y compris dans l'organisation des journées pour les plus précaires. Aujourd'hui, la gauche n'a pas pensé ce qui étaient les règles qu'il fallait fixer pour qu'on n'oblige pas les plus précaires à enchaîner sur une même journée 2-3 contrats avec des dizaines de kilomètres à faire dans la journée, des horaires décalés, l'obligation de travailler au début et à la fin de la nuit. Et ça, véritablement, non, ça ne se pensera pas en chambre, non, ça ne se pensera pas uniquement entre partis, ça doit se porter avec le mouvement social, avec les syndicats. Et face à une responsabilité historique, je pense qu'on va avoir un certain nombre de responsables, femmes et hommes politiques, qui vont tenir le rang face à l'histoire et à ce qu'elle exige d'eux-mêmes. Et ça, en 15 jours, tout de même, c'est ce qui est assez peu pour pouvoir justement mettre en œuvre tout ce que vous êtes en train de dire, Agathe Cagé. L'urgence nous oblige et l'histoire nous oblige. Sans programme, parce que la question, c'est que là, l'alliance électorale, elle s'est faite, on n'a pas encore un programme pour le programme va arriver. Il y a quelques jours pour présenter des candidats et quelques jours pour présenter un programme, et encore plus quelques jours pour aller le défendre et être sur les territoires. J'admire votre optimisme, Agathe, et je voudrais bien le partager, parce que c'est en effet ce qu'il faut faire. Mais enfin, que ne l'ont-ils pas fait avant ? Parce que il y avait, si ma mémoire ne me trahit pas, ça date de très récemment tout de même, un parlement populaire, un parlement de la NUPES qui, sitôt mis en place, a été sabordé. Bien. Alors qu'on pouvait penser qu'au contraire, il fallait le décliner territorialement, avec des syndicalistes, avec des militants des quartiers qui résistent, des militants antiracistes et des militantes féministes, beaucoup. Ça a été sabordé, il n'y a rien eu. Bien. Alors, en effet, il faudrait bien que ce programme ne soit pas élaboré en chambre. Et pourtant, il l'est. Bien. Et donc, on ne peut pas penser à une adhésion populaire si, premièrement, on n'organise pas. On partage totalement ensemble l'idée qu'il faut une extension absolue des services publics. Hein, bien. Mais pour savoir ce dont les gens ont besoin, encore faut-il leur demander. C'est pourquoi moi je plaide avec d'autres, c'est l'objet d'un dernier livre que l'on a fait avec Julie Gervais et Claire Lemercier qui s'appelle La valeur du service public. Je plaide beaucoup pour que soient organisées des conférences locales des besoins de services publics. Et ça, c'est une façon de constituer un programme, j'allais dire, par en bas, parce qu'il faut maintenant que soient entendus vraiment les gens qui n'en peuvent plus. Sur ce point, Philippe Marlière, vous vouliez réagir ? Moi, je voudrais effectivement, les programmes et les propositions sont très importantes et elles devront être faites. Mais excusez-moi d'être un peu terre à terre. La gauche a 3 semaines pour empêcher l'extrême droite d'être propulsée au gouvernement. C'est une possibilité. Je ne crois pas qu'il y ait le temps de réfléchir à un programme et je pense qu'il faut se garder justement des programmes déjà produits par certains partis. Ça a été le cas de la NUPES. Ça n'a pas marché. Je pense qu'il y aura un temps pour réfléchir à un programme après cette élection. Donc là, c'est 3 semaines qui vont se jouer, je crois, davantage sur les affects. C'est-à-dire, voilà, la gauche va dire à ses électeurs, aux électeurs français en général, voilà, est-ce que vous voulez vraiment d'un gouvernement d'extrême droite et démontrer pourquoi ce serait une catastrophe. Évidemment, il faudra mettre en avant quelques mesures sociales, économiques fortes, mais parler de programme aujourd'hui, dans cette séquence ultra courte qui nous mène à cette élection, dans 3 semaines à peu près, il y aura un nouveau gouvernement, me paraît pas la
la priorité. Je pense qu'il y a besoin d'un récit très fort. Ça c'est différent. Et des incarnations nouvelles. C'est-à-dire, il ne faut pas recommencer la NUPES avec les mêmes vieilles têtes, qui sont des têtes pour la plupart repoussoirs, dont l'électorat, y compris à gauche, ne veut plus. Il faut un autre discours, davantage pluraliste, davantage démocratique. Et il faut parler aux affects, là. Je crois que on en est là. C'est-à-dire cette dissolution inattendue qui finalement un coup de poker entendre inouï. des gens de gauche dire il faut parler aux affects, on est toujours un peu surpris parce qu'on se dit si on parle aux affects, est-ce que c'est justement jouer le jeu de ceux qui parlent aux affects et qui sont souvent beaucoup plus marqués politiquement à droite qu'à gauche, justement. Parler aux affects, c'est montrer à nouveau ce que la gauche, et ça fait partie de ses échecs, une compréhension réelle, mais c'est-à-dire un vécu partagé et réel de ce que vivent les Français, et d'où je partage totalement l'idée qui est la vôtre d'organiser demain, très vite, après les élections législatives, des banquets sur tous les territoires pour que les réponses et les services publics qui demain seront construits par la gauche, si elle gagne cette élection, permettent véritablement de changer concrètement les quotidiens. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les gauches et les écologistes réunis ne gagneront pas cette élection uniquement en allant expliquer théoriquement aux citoyens pourquoi il ne faut pas voter pour l'extrême droite. C'est pas uniquement en essayant d'aller chercher des figures de repoussoir qu'on va faire voter les citoyens pour le Front populaire. C'est en construisant un certain nombre d'axes, je suis d'accord, très limité. Ce n'est pas un programme en 100, 200, 300, 350 points. Mais un certain nombre d'axes très limités sur est-ce que la gauche, demain, va mettre fin dans ce pays au néolibéralisme débridé? Est-ce que la gauche va rétablir la solidarité et l'assurance chômage? Est-ce que la gauche va rétablir un rapport à la possibilité de prendre sa retraite qui ne va pas souffrir de nouvelles réformes économiques tous les 6 mois ou toutes les années? C'est quelques points très limités, c'est un certain nombre de valeurs, et c'est comme ça que la gauche peut commencer sa reconquête de l'électorat. Willy Pelletier, cette campagne des banquets, c'est votre association Coude à Coude qui voudrait l'organiser. Et autant que je me souvienne, j'ai fait un petit peu d'histoire, la campagne des banquets, elle précède une révolution, c'est en 1848. Elle ne suit pas un traumatisme général. Nous avons besoin de rupture, et justement l'histoire ne se répète pas. Et là, peut-être qu'elle va être bien utile, cette campagne des banquets, parce qu'en réalité, je pense qu'on s'accordera sur l'idée qu'il y a 2 temporalités. Il y a un premier temps qui est en effet, Philippe Marlière l'indiquait, le temps de l'urgence, où des barricades de vote contre ce qui tout de même peut ressembler à de l'abîme, est probablement nécessaire. L'abîme pour des gens de gauche, mais voilà. Même pour ceux qui ont souhaité l'arrivée du RN au pouvoir, ça ne sera pas un abîme. Et absolument, mais c'est ça qu'il faut bien saisir. Il faut aussi un second temps. Et ce second temps, c'est que ce front doit devenir populaire. Il ne l'est pas. L'électorat qui est l'électorat que la gauche doit représenter n'est plus représenté par la gauche. Et pour cela, alors c'est vrai, en effet, avec Patrick Chamoiseau, avec Robert Guédiguian, avec Nicolas Mathieu, avec Mornia Lapsy aussi, puisque c'est elle qui organise 2 résidences des Tulipes à Nanterre le 15 juin, samedi, le premier banquet pour tous. Eh bien, nous allons organiser une campagne de banquet parce que il nous semble que, bien évidemment, maintenant, il faut se mettre à l'écoute des personnes dont on n'imagine pas la vie, et apprendre d'eux. Donc j'allais dire, nous quitter nous-mêmes, nous déplacer, en tout sens du terme, nous déplacer territorialement et nous déplacer de nous-mêmes. 18h43 sur France Culture. Vous écoutez Le Temps du débat. L'Union des gauches peut-elle convaincre? Nous sommes en compagnie, vous venez de l'entendre, de Willy Pelletier, sociologue à l'Université de Picardie, qui a coordonné avec Gérard Mauger. Pourquoi tant de votes RN en milieu populaire? Nous sommes avec Agathe Cagé, qui est autrice en tant que politiste de Classe figée, comprendre la France empêchée chez Flammarion, et de Philippe Marlière, qui est avec nous depuis Londres. Il est professeur de sciences politiques à l'University College de Londres, et il a été co-auteur avec Philippe Corcuff des Tontons flingueurs de la gauche, lettre ouverte à Hollande, Macron, Mélenchon, Roussel, Ruffin et Onfray chez Textuel. Du côté de la gauche républicaine et ses dirigeants, qui avaient exprimé, semblait-il, des choix clairs durant cette campagne européenne sur la social-démocratie, l'économie sociale de marché, l'Europe, vient de s'allier avec l'extrême gauche, qui s'est, durant la même campagne, rendu coupable d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme et au fond de rupture de fait avec beaucoup, là aussi, de valeurs de la République. Les choses sont donc simples aujourd'hui. Nous avons des alliances contre nature aux 2 extrêmes
qui ne sont d'accord à peu près sur rien, sinon les postes à partager, et qui ne seront pas en capacité d'appliquer quelconque programme. France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin. Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse donnée ce midi à Paris, pour expliquer son choix d'avoir dissous l'Assemblée nationale, des alliances contre nature qui sont d'accord sur rien, sauf sur les postes à partager. Philippe Marlière. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, cette attaque frontale contre... J'ai écouté effectivement l'allocution du président et je pense que c'est un peu fort de café. Après s'être tourné vers les électeurs de gauche il y a 2 ans à peine pour leur demander leur soutien pour battre l'extrême droite, le voici maintenant ressortant cette pseudo-thèse du fer de cheval, les 2 extrêmes qui se rejoignent, c'est-à-dire il y aurait 2 dangers, c'est ce qu'il a dit en l'occurrence, c'est ce qu'il a dit. Aussi grand, et j'ai même eu l'impression d'ailleurs qu'il chargeait davantage la barre en ce qui concerne la France insoumise que le Rassemblement national. Bon, si effectivement il espère reconquérir un électorat sur cette base, c'est une erreur. En réalité, il rend service à la gauche, parce qu'effectivement, l'alliance aujourd'hui des gauches ne va pas de soi. Après la campagne qu'on a connue, après les mois qu'on a connus, où il y avait d'extrêmes divisions, des haines recuites entre dirigeants, entre militants, etc. Et je pense que l'un des effets de cette dissolution mal négociée par Macron, c'est d'avoir ressoudé la gauche. Alors, je ne peux pas dire si cette unité durera. Historiquement, elle n'a jamais duré beaucoup, et je pense que la gauche doit vivre avec ça. Le mythe de l'unité, en fait, les unités à gauche ont été conjoncturelles et plutôt rares, mais ça n'a pas empêché de grandes victoires. Plutôt brèves, oui. Mais ça n'a pas empêché de grandes victoires. En 1936, les socialistes n'ont pas gouverné avec les communistes. En 1981, Mitterrand a gagné seul, enfin, avec les apports de voix de gauche, dont les communistes, et il a invité les communistes ensuite au gouvernement. Donc, je pense que ça, c'est pas en soi rédhibitoire. Par contre, cette sortie va ressouder la gauche, et je crois que c'est bien. Et encore une fois, je me pose, moi, dans le temps court, qui est celui d'une menace extrême du Rassemblement national, qui peut gagner dans 3 semaines. Et je pense que ça va avoir pour effet de ressouder cette gauche, parce qu'effectivement, entre la LFI et d'autres composantes de la gauche, on ne peut pas dire que c'est un long fleuve tranquille, et qu'il se fasse confiance. Ouais. Le discours d'Emmanuel Macron va avoir pour effet d'autant plus de ressouder la gauche, que la gauche et le mouvement social en général gardent en mémoire le soutien de l'extrême droite à son projet de loi sur l'immigration, certes largement invalidé par le Conseil constitutionnel, mais avec un certain nombre de propositions et de valeurs portées par le gouvernement alors, qui étaient totalement des valeurs d'extrême droite. Les victoires de la gauche qui viennent d'être citées, celles de 1936, celles de 1981, ont été des victoires qui ont conduit finalement à gouverner à gauche, certes assez peu de temps, mais avec des grands mouvements de transformation, et une gauche qui, à cette époque, a su gagner à la fois la bataille des mots, la bataille des idées et la bataille des droits et de la conquête de droits nouveaux. Le droit au congé payé, le droit à des congés payés qui étaient des congés populaires, des augmentations de salaire qui étaient des augmentations de salaire conséquentes, le nouvel esprit de liberté qui a été porté par François Mitterrand à son arrivée au pouvoir. Et tout l'enjeu, ça ne sera pas l'enjeu des 3 semaines, ça sera l'enjeu de lendemain de la victoire du Front populaire. Tout l'enjeu, ça va être de construire ces droits nouveaux de 2024, pour refaire de la gauche française non seulement un étendard dans son pays, mais un étendard à l'international. Oui, et ces droits-là devront être de l'article pensés. que vous donniez justement, comme la gauche comme avant-garde, la gauche française comme avant-garde, que vous donniez dans un article de AOC que vous avez vu. Longtemps, la gauche française, en 2012, l'historien Jacques Julliard disait de la gauche française, la gauche est la gauche. Et la droite est une non-gauche, parce que la gauche française, avec cette capacité à jouer le rôle d'étendard, si elle veut reprendre ce rôle, rejouer ce rôle d'avant-garde, il y a 2 choses. D'abord, être à la hauteur dans les 3 semaines à venir de l'obligation de l'Union, et demain, penser de nouvelles modalités pour inventer ces droits nouveaux, ces services publics qui répondent réellement aux besoins quotidiens que Willy Pelletier citait. Oui, mais pour cela, si je puis me permettre, il ne faut pas, j'allais dire, mythifier ou mythologiser la gauche, en l'employant ce terme-là, ce singulier, et ne pas oublier, enfin moi je fais partie des gens qui n'oublient pas que la quasi-totalité des conquêtes sociales, disons de gauche, sont le fruit des luttes ouvrières.
sont de fruits des luttes populaires et que ou bien de syndicats suffisamment forts qui les imposent. Bien. Tout à l'heure, dans ce qu'on entendait de François Ruffin, il disait ce sont les syndicats qui nous montrent la voie d'une certaine manière parce qu'ils ont été unis sur la réforme des retraites, etc. Et pourquoi ne le fait-on pas pour la politique ? Et certainement, mais ce qu'il faudrait, c'est que l'ensemble des luttes ne soient pas côte à côte, juxtaposées, chacune seule, là aussi, chacune dans leur couloir, mais entremêlées. Et c'est l'objet des banquets pour tous, d'ailleurs, que nous proposons, que de pouvoir enfin mixer l'ensemble des luttes. Mais pour avancer, il faut des dispositifs et non pas des discours, je pense, incantatoires sur une pseudo-gauche à l'avant-garde, etc. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, il faut des dispositifs. Quels dispositifs ? Aujourd'hui, je vois ça dans l'Aisne, par exemple, hein, les politiques de gauche peuvent dire n'importe quoi, ils sont totalement inaudibles. Mais inaudibles. Bon, j'entendais à Carrefour Market, il y a 2 mois, un monsieur d'une 50aine d'années parlait à un de ses copains et lui dit « Oh, je l'ai entendu parler à la télé. » Je lui dis « Excusez-moi, sur France Culture, ça ne va pas être très joli. J'ai entendu... on écoute. Je l'ai entendu parler à la télé. J'ai craché dessus. Oh, je suis con, après, il a fallu que j'essuie. » Et rendez-vous compte... Et c'était pour parler d'un élu... d'un député de gauche. Ouais. Mais rendez-vous compte que nous sommes insupportables à ces gens qui n'en peuvent plus. Donc il faut des dispositifs, comme ce fut le cas sur certains ronds-points gilets jaunes. J'y ai participé, j'ai vu de ces barrières qui se fracassaient entre nous dans le partage des barbecues, dans le fait d'aller faire les courses ensemble, dans le fait de faire la vaisselle ensemble. Il faut des dispositifs de rencontre entre le cœur de la gauche, c'est-à-dire le peuple perdu, qu'il doit falloir retrouver. Et puis ensuite, des centres de secours d'urgence, parce que je suis désolé, la politique, ça ne peut pas être simplement des mots qui ne sont plus crus, et pour de bonnes raisons, mais ça doit être des aides. Ça doit être des engagements qui sont pris et des engagements qui sont tenus, et ça sera... des engagements à date... Ne nous décevons pas. Depuis des années, les responsables politiques français ont pris l'habitude de prendre des engagements et de ne pas les tenir et de rompre le lien de confiance qui unissait les politiques. Qu'est-ce qui nous dirait en tant que citoyen que ça serait le cas de les tenir ? Aujourd'hui, le Front populaire, comme union des gauches et des écologistes, doit répondre à un moment historique. Prendre un certain nombre d'engagements, des engagements à court terme sur 3 semaines pour arracher la victoire dans les urnes, et ensuite... Quel contrepoids, quelle garantie ? Je reprends l'exemple de 1936, mais au lendemain de la victoire du Front populaire en 1936, débute le mouvement social. Parce que c'est le mouvement social en 1936 qui met la pression sur le politique pour tenir ses engagements, pour avancer, pour aller plus vite. Et ce mouvement social, demain, il faut qu'il existe par les syndicats, par les banquiers, par un regroupement autour des services publics pour construire quelque chose. Oui, il y a une responsabilité historique. Et aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui vont la prendre. Est-ce qu'ils vont la tenir demain ? Est-ce qu'ils sont en capacité de le faire ? Oui. Est-ce qu'ils vont la tenir demain ? Je l'espère. Et je préfère cette vision-là de l'histoire que celle de se dire abandonnons, parce que parfois il y a eu des échecs de la gauche dans le passé, et laissons le Rassemblement national faire la preuve qu'il va trahir les Français et mettre le pays, et mettre la démocratie dans le pays à mal. Philippe Marlière. Je voudrais rapidement parler du clivage gauche-droite et combien il s'est affadi au point de quasiment ne plus être une espèce de pôle de référence pour non seulement les nombres d'électeurs, mais aussi des acteurs politiques. Et je pense que ça a participé du déclin et de la faiblesse de la gauche. Alors, c'est pas que les idées et les représentations sont tout. Il faut effectivement tenir son rang, proposer des réformes sociales, économiques qui peuvent améliorer la condition des populations. Mais d'abord, ça se passe aussi dans les têtes. Et je pense que c'est important, ça. Le clivage gauche-droite peut être affadi de différentes façons. Le quinquennat Hollande l'a fait en menant des politiques qui n'étaient pas des politiques de gauche sur le plan économique, donc qui ont exaspéré l'électorat, qu'il a perdu. Et en plus, ça se fait aussi d'une autre façon, ce que Philippe Corcuff et moi appelons dans notre livre sur les tontons flingueurs de la gauche, le confusionnisme. Confusionnisme, ce n'est pas simplement le fait d'être dans un état de confusion. Confusionnisme, c'est lors de récits politiques,
que nous faisons tous, et les hommes politiques et les femmes politiques avant tout, c'est d'emprunter un différent répertoire politique. C'est-à-dire qu'emprunter à des traditions de gauche, mais aussi de droite, voire d'extrême droite. Ça mène à des situations de conspirationnisme. On l'a vu pendant le Covid et sur la question des vaccins. Ça mène finalement à un grand chambardement au niveau des représentations qui font que le Rassemblement national, pour certains électeurs, peut passer aujourd'hui pour quasiment le nouveau Parti socialiste des années 70, un parti avec un programme social, ce qui n'est absolument pas le cas, évidemment. Donc ça, c'est important, je crois, de travailler sur... Et puis évidemment, il y a des acteurs qui sont responsables de cet affadissement du clivage gauche-droite qu'il faut réactiver. Oui, et de toute façon, le confusionnisme, il est aussi dans les termes. On a tout de même l'impression que depuis maintenant une vingtaine d'années, les termes de Front populaire, on l'a dit, peuvent être utilisés à droite et à gauche. Les références à la Révolution française depuis les élections des années 2000, on a vu Jean-Marie Le Pen commencer une campagne à Valmy, en se référant à la Révolution française. On a vu effectivement Nicolas Sarkozy utiliser des termes historiques qui ne correspondaient pas à son camp. On est vraiment dans une sorte de post-modernité des usages des références historiques, Willy Peltier. Moi, je suis pour qu'on arrête de se payer de mots. On a bien compris. Et nous serons d'accord peut-être là-dessus. Et pour une politique de l'humilité, et j'allais dire une politique des mains sales, que la gauche cesse, si je puis me permettre, d'être entre des personnes qui sentent l'eau de Cologne, mais qu'elle tende la main aux personnes qui ont les mains pleines de cambouis et qui sentent la sueur de leur travail. Et ça fait longtemps que ce n'est plus le cas. Et c'est ce qu'il faut retrouver. Et pour cela, je suis favorable à une politique du minuscule, oui, parce que beaucoup de minuscules, ça finit par faire de la majuscule en politique. Une politique du minuscule, c'est aider des centres de secours d'urgence qui aident au devoir les enfants des ménages les plus défavorisés, qui aident font les papiers pour des papiers administratifs et notamment pour les impôts, c'est très important, mais aussi qui aident par des prêts d'outils, qui aident par des jardins partagés, qui aident par... etc. Bien. Tout ça, c'est le rôle des politiques que de donner du concret. Et c'est la seule garantie, me semble-t-il, la seule certitude qu'on puisse de nouveau à gauche être entendu par les classes populaires. Oui, et c'est le rôle des politiques, en donnant du concret, en donnant ces réponses, en travaillant sur des services publics, aussi sur l'ensemble des services publics, de redonner à l'ensemble des Français d'abord les moyens de faire face aux crises, parce que les crises se succèdent depuis 2008, dans toute leur nature, et elles vont continuer à se succéder, de pouvoir, face aux crises, se projeter positivement dans l'avenir, se projeter positivement dans la possibilité d'avoir accès à un logement, de devenir propriétaire, de pouvoir manger sainement, de pouvoir retrouver du souffle en termes de pouvoir d'achat. Et ça, c'est véritablement de la responsabilité politique de redonner les moyens aux Français de se projeter positivement vers l'avenir. Et oui, d'arrêter de se payer de mots est véritablement ce que les Français attendent et ce que les Français, l'électorat de gauche et l'électorat qui était hier de gauche et qui s'est détourné de la gauche attend du Front populaire. C'est un certain nombre d'engagements qui montreront que demain, on ne se paye plus de mots et ensuite leur mise en œuvre immédiate. Je ne sais pas si le titre de cette émission, l'Union des gauches peut-elle convaincre, a convaincu ou pas les auditeurs, en tout cas de la multiplicité des points de vue, parce qu'il y avait beaucoup de points de vue différents dans cette émission. Agathe Cagé, vous êtes autrice donc des Classes figées, comprendre la France empêchée, c'est Flammarion, c'est sorti au début d'année. Philippe Marlière, vous êtes co-auteur des Tontons flingueurs de la gauche, lettres ouvertes à Hollande, à Macron, Mélenchon, Roussel, Ruffin et Onfray. On comprend quand on vous lit effectivement la multiplicité de ceux qui ont, selon vous, d'une certaine manière, été les tontons flingueurs de la gauche et ont flingué la gauche des années précédentes. Et puis Willy Peltier, vous êtes co-auteur avec Gérard Monger, mais aussi beaucoup d'autres auteurs qu'il faut, je ne peux pas citer ici, mais qui sont très importants, de Pourquoi tant de votes RN en milieu populaire. C'est aux éditions du Croquant.